j'énumère quelques-uns des rôles qui jalonnent le parcours que nous avons prévu dans l'exposition. Il y a d'abord l'auteur qui se relit et se corrige lui-même. Et puis, il y a l'éditeur qui donne au texte une allure particulière après l'avoir lu. Et puis, il y a l'illustrateur et le traducteur qui sont chaque fois des interprètes. Et puis, il y a encore le savant, dans certains cas, qui inscrit ses commentaires, qui annote le texte. Et puis, il y a ensuite l'amateur, le lecteur anonyme, qui remplit les marges de ses propres observations, et j'en passe. Il y a donc dans cette démonstration un ensemble, et un ensemble qui se présente aussi comme un clin d'œil vers les développements actuels de la lecture. En effet, à l'heure où la culture numérique semble modifier profondément nos pratiques de lecture et d'interaction avec les textes, nous essayons de montrer que le livre ancien invite souvent le lecteur à des gestes, des manipulations, des choix dans son parcours à travers le livre qui ressemblent à ceux que nous faisons aujourd'hui sur nos ordinateurs. Et dans ce sens-là, nous avons réservé dans l'exposition une place privilégiée à toutes sortes de livres interactifs où le lecteur est explicitement appelé à prendre une part active dans la manipulation et la transformation de l'objet. Nous faisons une part importante à des montages anciens qui surprendront, mais évidemment, celui qui illustre le mieux cette catégorie du livre à manipuler, c'est Michel Butor. Michel Butor avec ses livres d'artistes, ses livres objets. Michel Butor qui, à travers toute son œuvre, et selon des stratégies constamment renouvelées, a fait appel à la coopération des lecteurs. Il était donc normal qu'il occupe dans l'exposition une place privilégiée et que ces multiples stratégies pour associer le public au processus de création se trouvent, si modestement que ce soit, illustrées dans notre exposition. La plupart des documents, d'ailleurs, que nous montrons, qui sont de sa main, proviennent de sa collection privée. Il a été très généreux à cet égard-là, et aussi d'archives souvent inédites. Alors voilà, la transition est faite. Vous savez pourquoi nous sommes ici devant vous. J'espère que nous pourrons, dans les semaines qui viennent, vous montrer ce que nous avons préparé. Et le moment maintenant est celui de l'entretien que va ouvrir Charles Mella. Cher Michel Butor, vous avez été pendant de très nombreuses années professeur à l'Université de Genève. Si je me souviens bien, c'est en 1976 que vous avez été, nommé, je crois d'ailleurs avec le soutien de Georges Starobinski, professeur extraordinaire. À l'époque, on disait extraordinaire, ce que vous êtes toujours d'ailleurs. Et puis, bon, après, vous avez enseigné jusqu'en 1991. Et donc, pendant toutes ces années, vous avez commenté, et on sait avec quel succès auprès des étudiants. C'était un des grands cours qui comptait à Genève, et même une des raisons pour lesquelles, à l'époque, je m'étais déterminé aussi à venir à Genève, parce que je savais que vous y étiez. L'université française n'avait pas eu l'intelligence de vous accueillir comme ici à Genève, donc ça valait la peine. Et vous dites, je crois quelque part, j'ai perdu toutes mes notes, donc c'est pas grave, mais vous dites quelque part que vous avez été amené pendant longtemps à distinguer votre activité de professeur et celle d'écrivain ou de littérateur, et même que vous vous êtes soigneusement abstenu pendant de longues années, même à parler de vos propres œuvres.
Alors, la question que cette séparation qui, vers la fin, s'est un peu atténuée, près de la retraite, à ce moment-là, vous aviez la possibilité peut-être enfin de présenter ou de parler en tant qu'écrivain, hein, comme un écrivain invité, comme ça arrive dans les universités américaines. Alors, ma question est simple, sachant à la fois la mémoire qui est la vôtre, connaissant l'ampleur de vos lectures, et le degré d'extrême précision que vous avez dans tous les commentaires et les lectures que vous avez faites, est-ce que ces lectures ont nourri également l'écrivain? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'abord lecteur? Est-ce que vous êtes un lecteur qui est du même coup à puiser dans ses lectures quelque chose, on a retenu quelque chose dans son écriture? C'était là la première question en partant au fond de la biographie. Oui, eh bien évidemment, je suis un lecteur. J'ai beaucoup lu depuis mon enfance. Depuis que j'ai appris à lire, j'ai beaucoup lu. Et je continue, hein, je lis encore beaucoup. Et j'ai beaucoup lu pour faire mes cours, naturellement. Et il y a des écrivains que j'ai lus. Il y a des grands textes que j'ai lus des dizaines, peut-être pour certains des centaines de fois, et en y trouvant toujours quelque chose de neuf. Et ce que j'ai écrit, je l'ai écrit à l'intérieur de ce monde de lecture. C'est ce que j'ai écrit intervient à l'intérieur de la lecture que j'ai faite. J'ai cette distinction entre les casquettes, hein, la casquette de professeur et la casquette d'écrivain, ça c'est quelque chose qui était indispensable. Il fallait qu'il y ait cette distinction, et c'est une question, je dirais, institutionnelle. Lorsque je suis venu comme professeur à Genève, c'était évident que je devais séparer les choses. Si je n'avais pas réussi, ça n'aurait pas bien marché. Et j'ai été aidé par le fait que j'avais ma famille à Nice lorsque j'enseignais à Genève. À Nice, et puis après ça, à Gaillard et Lucin, je l'ai fait pendant des années à Nice. Et en changeant de lieu, je changeais d'activité. J'ai d'abord voyagé par le train, puis avec les avions, et le passage de la douane était un changement de casquette. Et ça m'aidait à orienter mon esprit d'une façon nouvelle. Alors, ces lectures intenses donc, ont eu une énorme importance dans ce que j'ai écrit. Non seulement parce que j'ai écrit beaucoup d'essais sur la littérature, mais même dans ce que j'écris maintenant, les poèmes que j'écris maintenant, eh bien, ils sont nourris par cette lecture. Donc, je suis d'abord un lecteur. Et je suis un lecteur de moi-même aussi, bien sûr, parce que je travaille beaucoup sur mes textes. Il y a beaucoup de versions superposées. Quelquefois des dizaines de versions d'une seule page ou d'un seul poème. Et c'est pour ça que je suis si heureux de pouvoir profiter de certaines techniques actuelles, d'avoir des machines à traitement de texte, parce que autrefois j'étais obligé de retaper les pages et après avoir 15 fois retapé la même page pour y introduire les corrections, il y avait une certaine lassitude. Tandis que maintenant, la machine fait ça toute seule, donc c'est absolument merveilleux. Donc je peux travailler sur mes textes beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Donc, et tout ça, c'est tout à fait positif. Alors, je me relis, et puis mais évidemment, j'essaie de me relire comme je lirais un autre. Mais ça ne marche pas, évidemment, ça ne marche pas tout à fait. C'est pas possible. Et je me relis beaucoup jusqu'au moment de la publication.
Et au moment de la publication, les épreuves imprimées donnent au texte un visage nouveau. Donc là, on commence à le lire vraiment comme si c'était un livre d'un autre. Et puis après ça, lorsque je suis dans d'autres livres, eh bien, je ne relis plus les textes précédents. Vous voyez, autrefois, là, quand je passais d'un roman à un autre, ou d'un recueil d'essais à un autre, ou d'une expérience à une autre, je refermais un placard, si vous voulez. Le livre était laissé aux autres. Si on me posait des questions dessus, bien sûr, j'essayais d'y répondre. Mais à partir d'un certain moment, je ne le relisais pas. Et même, il y avait une espèce d'oubli positif pour que je puisse me concentrer à ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Il m'est arrivé, dans des universités américaines, de parler de mes livres. Et c'était une expérience très curieuse. Alors, j'ai lu mes livres, et là vraiment, la distance commençait à être très forte. Donc, je lisais vraiment comme si, pour pouvoir en parler, je lisais comme si c'était l'œuvre d'un autre. Alors, évidemment, il y avait toujours des moments où les racines se mettaient à crier, si vous voulez. Mais, donc, il y a le monde de la lecture, et puis avec des quantités de relecture de textes anciens ou pas très anciens, et puis il y a la lecture et la relecture de mes propres textes, avec à la fois cette intensité de lecture et puis cet éloignement pendant un certain temps. Voilà. Et certainement, le fait que j'étais professeur m'a beaucoup aidé. C'était très difficile d'être à la fois professeur et d'écrire des extravagances comme je le faisais. Mais ça m'a beaucoup aidé. Le métier de professeur m'a beaucoup aidé en me forçant à cette lecture et relecture intense. Je suis très reconnaissant à l'Université de Genève donc de m'avoir si généreusement accueilli, de m'avoir permis ainsi de continuer cette aventure. D'ailleurs, je dois dire que le fait que j'écrivais me permettait aussi d'apporter quelque chose de différent à l'intérieur de mes cours. Parce que je ne posais pas au texte, du fait que j'écrivais moi-même, je ne posais pas au texte les mêmes questions que d'autres. J'avais toujours envie de savoir comment les choses étaient faites et pourquoi elles étaient faites de telle ou telle façon. Voilà, donc ça allait bien ensemble. Voilà. Vous êtes passé tout naturellement de la première question que je posais à la seconde que je m'apprêtais à poser, à savoir, vous êtes votre propre lecteur. Et donc là, vous y avez répondu. Je reviendrai juste sur un point concernant la première question. Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont, enfin, avec le recul maintenant, qui vous ont plus marqué, c'est-à-dire avec lesquelles vous êtes dans une affinité plus profonde? Oh, certainement. Il y a des écrivains qui m'ont beaucoup plus marqué que d'autres. D'abord, il y a des quantités d'écrivains que je n'ai pas lus. Et même des grands. Oui, oui. D'abord, parce que je suis, de toute façon, je suis limité par les langues. Alors, il y a des quantités d'écrivains que je n'ai pu lire qu'en traduction. Et donc, pour que je les lise, il faut d'abord qu'ils soient traduits. Et c'est jamais la même chose, bien sûr. Alors, donc, j'ai été évidemment très influencé par de nombreux écrivains. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être influencé, hein, parce que quand je lisais
des textes, bon, je cherche toujours qu'est-ce que je peux en prendre, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Donc, je ne peux pas parler d'un écrivain, hein. Ça c'est absolument impossible. Mais j'ai une centaine de maîtres très proches, voilà, qui ont été très bons pour moi, hein, qui m'ont beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie de bons professeurs. Bon, je me souviens à la Sorbonne d'avoir eu 2 professeurs qui m'ont beaucoup aidé, je peux dire. C'est Jean Val, je ne sais pas si je l'ai connu maintenant, mais Gaston Bachelard. Alors, ça, c'était des bons professeurs pour moi, ils m'ont beaucoup appris. Et puis, dans la littérature, alors j'ai eu de très nombreux professeurs. Alors, depuis, il y a des gens sur qui j'ai fait beaucoup de cours. J'y suis revenu plusieurs fois. Bon, par exemple, j'ai fait beaucoup de cours sur Hugo et sur Balzac. Alors ça, ce sont deux auteurs qui m'ont profondément marqué. Ceci dit, je les ai beaucoup lus, mais j'ai même pas tout lu de ce qu'ils ont écrit, parce que ce sont des écrivains pires que moi. C'est-à-dire, ce sont des œuvres énormes. Et pour Hugo, c'est même pas terminé la publication de son œuvre. Il y a encore de la correspondance qui n'est pas publiée, etc. Mais ils ont été des compagnons très très importants. Puis, il y a évidemment des poètes qui ont eu une énorme importance pour moi. Bon, La Fontaine et Rimbaud, je dirais. Voilà. Merci, Michel. Peut-être, Michel Jeanneret, tu prends la suite pour d'autres questions également. Oui. Ce que disait Michel tout à l'heure de sa propre activité de lecteur de soi m'amène à signaler juste au passage que nous exposons quelques pages de brouillons, d'esquisses, etc. Pas assez. Lorsque je suis allé à Nice fouiller dans les immenses archives que vous avez déposées à la bibliothèque municipale, j'ai été stupéfait par la quantité de travaux préparatoires. Enfin, j'ai travaillé sur une page de boomerang. Rien que ça m'a amené à feuilleter des dossiers entiers. Il y a un bel avenir pour ce qu'on appelle aujourd'hui des généticiens qui vont se plonger dans toutes ces phases préparatoires. Bon. Alors pour avancer dans notre entretien, après vous avoir interrogé sur vous-même comme lecteur à l'œuvre, vous-même comme lecteur de vous-même à l'œuvre, j'en viens à ce qui va être en fait le morceau de résistance, je crois, de notre conversation, c'est-à-dire le rôle du lecteur dans votre œuvre, le lecteur que vous mettez à l'œuvre. Alors la question est immense, on peut peut-être la subdiviser en deux. Il y a la question de la deuxième personne, le vous, qui est fameux d'une part, peut-être qu'on y revient tout à l'heure, et il y a tout le reste. Bon, je pose ma question de manière un petit peu inattendue. Nous exposons à Cologny quelques livres, des livres anciens, qui présentent des pages blanches. Il y a de l'imprimé, et puis, à un certain moment, l'auteur ou l'éditeur dit à son lecteur, ben voilà, écoute, à toi de continuer, tu finis le livre. Alors, je ne sache pas qu'il y ait dans vos propres livres, à proprement parler, des pages blanches, mais il y a tant d'autres espaces que vous ouvrez à l'initiative du lecteur. Est-ce que vous pouvez en identifier quelques-unes ? Je voudrais parler un peu de ces pages blanches dans les livres anciens, parce qu'il y a un certain nombre, parce que évidemment ça m'a fait beaucoup d'effet quand j'ai rencontré ça. Il y a de temps en temps, l'auteur demande
au lecteur sa collaboration. Alors, l'auteur a toujours besoin de la collaboration du lecteur, parce que qu'est-ce que l'auteur va présenter au lecteur? Il présente un certain nombre de signes, en général noirs, sur des pages blanches. Et c'est le lecteur qui va transformer ces signes en des mots, et puis ces mots en des histoires, etc. Et le lecteur va partir avec Don Quichotte dans les plateaux de la Manche, etc. Mais c'est bien le lecteur qui fait tout ce travail. Et il fait ce travail à partir de ses propres expériences. Parce que lorsque le lecteur identifie dans le texte le mot maison, eh bien, le mot maison n'a pas le même sens exactement pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans un immeuble parisien, par exemple, ou celui qui a vécu dans une chaumière ou dans une maison campagnarde. Donc, l'activité du lecteur est toujours très importante, mais très souvent, on la passe sous silence. On fait comme si elle n'existait pas. C'est une face cachée de notre existence. Il y a un certain nombre d'écrivains qui essaient de montrer cette activité du lecteur et qui vont provoquer le lecteur. La page blanche est un de ces moyens de provoquer l'activité du lecteur et d'essayer de transformer le lecteur en écrivain. Alors, on peut dire que dans certaines régions du monde, tout le monde est plus ou moins écrivain. Dans une ville en France, on publie, alors que, à bien des égards, le roman est un genre périmé, eh bien, on publie en France au moins 1 millier de romans par an, si ce n'est plusieurs milliers de romans par an. Et les romans que l'on publie ne sont qu'une petite partie des romans qui ont été écrits. Et parce que, seulement, même si on est arrivé au bout d'un manuscrit, eh bien, c'est un effort considérable de le présenter à un éditeur, et encore faut-il qu'il soit reçu. Et il y a des livres qui n'ont été publiés qu'après avoir essayé plusieurs éditeurs différents. Et donc il y a beaucoup... Les romans qui sont effectivement imprimés ne sont qu'une partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui est l'ensemble des romans écrits. Et les romans qui sont arrivés jusqu'à la dernière page sont une infime partie des romans qui ont été commencés. Et les romans qui ont été commencés sont eux-mêmes une infime partie des romans qui ont été rêvés. Quand j'écrivais des romans, de temps en temps, il y avait des gens qui me disaient « Ah monsieur, j'ai une idée pour vous ». Voilà, ça ferait un roman passionnant. Mais moi, malheureusement, je n'ai pas le temps. Évidemment, personne n'a le temps. Personne n'a le temps d'écrire un roman. Mais il y a d'innombrables personnes qui passent du temps, qui prennent du temps pour écrire cela. Voilà. Alors, donc, il y a chez le lecteur en général, il y a une activité, très souvent une activité qui est seulement embryonnaire, mais il y a les débuts d'une activité d'écriture. Et l'activité de lecture est profondément liée à cette activité d'écriture. Alors, je reviens à cette question de la page blanche. Bon, il y a un certain nombre de livres dans lesquels il y a des pages blanches célèbres. Il y a en particulier un grand classique de la littérature anglaise qui est Tristram Shandy de Laurence Sterne, qui est un livre qui a eu une importance considérable sur notre propre littérature, puisque c'est à partir de ce livre que Diderot a écrit Jacques le Fataliste, et puis ensuite que Charles Nodier a écrit Le Roi de Bohême et ses 7 châteaux. Donc, et à l'intérieur de ce livre, il y a un certain nombre de fantaisies typographiques, comme on dit. Eh bien, il y a en particulier une double page blanche dans laquelle Sterne nous dit qu'on ne pouvons
Il s'agit d'avoir le portrait d'une femme aimée, et il dit, voilà, je vous donne la page blanche, comme ça, elle sera vraiment comme vous le désirez. Puis il y a aussi une double page noire, et puis il y a une double page en papier marbré. Parce que dans les éditions anciennes, bon, les pages de garde étaient en papier marbré, c'était des choses très jolies, tout à fait de la peinture du XXe siècle. Ça, et tout ça joue un rôle très très important à l'intérieur de l'architecture de ce livre. Dans une littérature plus récente, je me souviens très bien que le palude d'André Gide se termine par des pages blanches qui sont laissées au lecteur pour qu'il puisse compléter le livre selon son idiosyncrasie, c'est-à-dire selon ses particularités individuelles. Alors, évidemment, le texte est en général imprimé sur une page blanche. Et autour du texte, il y a de la page blanche, et cette page blanche peut être travaillée par le lecteur lui-même. Alors, nous avons des exemples, il y a sûrement dans cette exposition des exemples illustres de marginalia, de textes dans les marges, et il y a des livres qui sont fondamentalement des marginalia, c'est-à-dire qui sont fondamentalement des notes autour des notes sur le blanc qui est autour de la page. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est évidemment les Essais de Montaigne. Les Essais de Montaigne, c'est un ensemble de couronnes de textes autour d'un noyau qui est, et c'est ça qui est le plus passionnant encore, c'est un noyau qui n'est même pas là, parce que Montaigne voulait publier le discours de la servitude volontaire de son ami La Boétie. Or, le texte a été publié avant qu'il puisse le publier lui-même. Le texte lui a été dérobé en quelque sorte. C'est pourquoi, au centre du premier livre des essais, il y a non pas l'essai sur le discours sur la servitude volontaire, mais un certain nombre de sonnets. Et le nombre de ces sonnets joue un rôle très important, puisque le nombre de ces sonnets, c'est le numéro même de l'essai, et tous les autres essais se disposent autour de ce premier texte. Et c'est Montaigne qui explique ça lui-même. Il dit qu'il prend l'exemple d'un peintre de ses amis qui, lorsqu'il décore un mur, met au centre un tableau bien composé, etc. Et tout autour, comme on est à l'époque maniériste, tout autour, il met toutes sortes de fantaisies, d'entrelacs, de figures fantastiques. Et les essais, c'est ça. C'est ce qu'il fait, lui. Donc, les essais, ce sont des marginalia, ce sont des écritures en marge du texte de la Boétie. Et vous savez bien, les éditions successives de Montaigne vont enrichir le texte avec d'énormes marginalia quelquefois. Et nous pouvons trouver d'autres exemples, mais là, non pas dans les éditions successives, mais évidemment dans les brouillons que nous avons de certains textes, alors nous avons des écrivains qui ont énormément enrichi leur texte en corrigeant les épreuves, ce qui était le désespoir de leurs éditeurs. Et là, nous avons deux exemples extraordinaires qui sont Balzac, d'abord. Le texte de Balzac est quelquefois 3 fois plus grand dans sa version publiée que dans les premières épreuves qu'il avait reçues, et évidemment Marcel Proust. Alors, donc, en ce qui me concerne, j'essaie de provoquer l'activité du lecteur. C'est-à-dire, j'essaie de lui faire prendre conscience de l'activité qu'il a déjà, mais qu'il laisse complètement derrière lui.
le lecteur habituel imagine à partir des signes qui sont sur la page et il est complètement capté, si vous voulez, par ce qu'il imagine à travers la page. Et il n'essaie pas de réfléchir à ce qu'il est en train de faire, justement, au moment même où il lit. Chez Sterne ou chez Nodier, bon, ou chez Diderot aussi, on a toutes sortes de façons de faire retourner le lecteur sur lui-même. Alors, chez moi, il y a cette utilisation de la seconde personne, donc qui fait que le lecteur est pris à partie et de temps en temps, d'ailleurs, il peut se rebeller contre cette seconde personne un peu comminatoire. Là, je me souviens, au moment de la modification, souvent des femmes, lorsqu'elles lisaient ce texte, des femmes disaient « Ah, à tel moment, je me suis dit, ah, mais bien, c'est bien un homme qui a écrit ça. » Vous voyez ? Donc, vous voyez, dans ce mouvement de lecture, ce mouvement d'identification amène à une désidentification. C'est-à-dire, on s'identifie au personnage et en même temps, il y a une distance qui se produit par rapport à ce personnage. On se rend compte que c'est de soi qu'il s'agit et que c'est plus compliqué parce que le personnage n'est évidemment pas le lecteur lui-même, mais c'est obligatoirement un troisième terme. Et puis, dans d'autres textes, eh bien, j'ai travaillé sur les mouvements du lecteur à l'intérieur de la page elle-même. Parce qu'on s'imagine qu'on lit un texte d'un bout à l'autre. Et ça, c'est une utopie, hein, c'est un idéal. Il y a des textes qui sont des textes linéaires et qu'on lit d'un bout à l'autre, ligne après ligne. Mais ça, c'est extrêmement rare, parce que nous sommes obligés de reprendre un peu ce qui a été dit auparavant. Nous lisons, et puis il y a quelque chose, nous ne savons plus très bien de quoi il s'agit. Nous recherchons 2 pages plus loin de quoi il s'agit. Et dans le détail de la phrase, eh bien, il y a évidemment des mouvements des yeux qui vont chercher des informations à d'autres endroits que celui où nous sommes en principe. Donc, il y a une lecture, si vous voulez, qui est une lecture en zigzag et une lecture qui est une lecture en surface et à l'intérieur du volume, donc une lecture qui est une lecture dans l'espace. Alors, j'ai fait des livres dans lesquels l'œil du lecteur est invité à se promener dans différentes parties de la page. Il y a des morceaux, dans un livre comme Mobile par exemple, il y a des morceaux qui sont distribués à l'intérieur des pages et certains morceaux se suivent les uns les autres. On peut prendre un morceau et puis aller directement à sa suite. Et tout le reste de ce qui est sur la page devient une espèce de fond ou de décor. Et puis, il peut y avoir une autre lecture, une autre fois, dans laquelle ce seront d'autres éléments que l'on va suivre, que l'on va mettre ainsi en avant. Alors, il y a quelques années, la Maison Gallimard m'a demandé de faire un livre pour sa collection poésie, collection de poche poésie. Et c'était bien, il y avait un directeur de la collection qui était très très bien, qui m'aimait bien, et il m'a dit, voilà, nous avons réussi à publier La Légende des siècles en un seul volume, donc à partir de maintenant, donc, on peut faire des livres d'une certaine taille, et est-ce que vous pourriez nous faire quelque chose, bon,
un choix. Alors j'ai dit oui, je vais faire un choix, je vais faire quelque chose qui soit à peu près de la même taille, et donc en choisissant à l'intérieur de mes livres. Et pour certains livres, j'ai refait des versions complètement différentes. Par exemple, pour Mobile, j'ai suivi un certain nombre de chemins pour les faire apparaître, même sans ce qu'il y a autour. Et j'ai essayé de poursuivre ça dans des constructions de plus en plus raffinées, si vous voulez, à la fois raffinées et efficaces. Voilà. Quant à savoir si j'ai réussi, ça c'est une toute autre question. À propos de ce lecteur que vous emmenez dans vos voyages, et vous l'invitez lui-même à voyager dans vos textes, alors, quel est le degré de liberté ou le degré de contrainte que vous exercez sur lui? Il me semble que là, je ne sais pas s'il n'y a pas une hésitation, à la fois on lui fournit un matériel dans lequel il peut itinérer selon certains chemins qui sont tous possibles, mais d'autre part, vous utilisez souvent, me semble-t-il, des modes d'emploi, ou bien il semble que tel itinéraire à travers la page ou à travers le livre soit meilleur que d'autres. Comment est-ce que vous gérez cette relation de la liberté et de la contrainte de votre lecteur? Eh bien, je donne au lecteur un certain nombre d'éléments. Si vous voulez, le texte devient une sorte de jeu de construction. Oui. Hein, voilà. Il y a des pièces de Lego, il y a des possibilités de fabriquer des objets sensibles et sensés avec ces pièces de Lego. Et je m'efforce de montrer ce qu'on peut faire avec ces pièces. Et puis, le lecteur est invité à chercher, lui aussi, des arrangements qui sont alors ces arrangements à lui. Alors, je m'efforce de ne pas le contraindre. Je lui offre un matériel, et vous voyez, une espèce de boîte à outils avec laquelle il peut faire un certain nombre de choses. Et je m'efforce de lui montrer comment faire telle ou telle chose. Alors, il peut accepter cet enseignement, si vous voulez. Il peut faire les exercices que je lui propose, ou bien il peut s'évader et puis se mettre à faire des choses auxquelles moi je n'avais pas encore pensé. Et évidemment, c'est ça qui m'intéresse le plus. J'ai dit souvent, en ce qui concerne la critique, que pour moi, il y avait trois sortes de critiques. Il y avait d'abord, je pense à la critique journalistique, il y avait d'abord ceux qui ne comprennent rien. Alors, ceux-là, je leur donne 0. Et puis, il y a ceux qui comprennent, qui suivent, qui sont sympathiques, mais qui ne voient dans mon texte que ce que j'y vois moi-même. Alors là, je leur donne la moyenne. Et puis, il y a ceux qui voient des choses que je n'avais pas encore vues, qui m'apprennent des choses sur mes livres. Alors, ceux-là, vraiment, ils m'intéressent. Ceux-là, je leur donne 18 ou 20 plus. Oui, non mais en écoutant ce que vous disiez, il y a une chose qui me venait aussi à l'esprit à propos de la page blanche. On a à la Fondation un très beau manuscrit du Cantique des Cantiques, qui est très curieusement, où le texte du cantique, les versets,
n'occupe qu'une partie, une verticale relativement ténue dans la page, et tout le reste est resté blanc. Et alors, c'est resté blanc pourquoi? Parce que les premières pages le montrent, ça devait être abondamment étoffé par la glose ordinaire. Et puis, comme le travail s'est arrêté en cours de route, à partir des pages suivantes, on n'a plus que le texte central, qui est d'une beauté absolument foudroyante, mais avec en même temps tout cet entour. Mais ce que vous disiez à ce propos de la page blanche, me fait penser aussi au fait que dans Boomerang, vous disposez aussi des blancs. Parfois, le texte n'arrive qu'au milieu de la page avec un blanc. Bon. Est-ce que ceci ça répond à une intention, bien sûr. Est-ce que, comme vous le suggériez à l'instant, cela voudrait dire que quand vous écrivez, vous essayez de rejouer ce qui serait la façon dont l'œil d'un lecteur va se placer, se repositionner, revenir, etc. Est-ce que c'est ce mouvement de la lecture qui serait recapté dans la façon dont vous écrivez? Non, il y a ça, bien sûr. Alors, en ce qui concerne le Boomerang, c'est un livre qui explore, très superficiellement, naturellement, 7 régions différentes. Et je voulais mettre ces régions différentes, ces régions, c'est des régions de la réalité, c'est même des régions géographiques différentes. Je voulais pouvoir mettre des régions face à face. Donc, oui, il y a un certain nombre de textes qui parlent des États-Unis, par exemple, il y en a d'autres qui parlent de l'Australie. Eh bien, je voulais qu'il y ait des pages dans lesquelles les États-Unis et l'Australie soient face à face. Et pour éclaircir les choses, j'ai réussi à obtenir de mon éditeur, je n'arrive pas encore à comprendre comment, mais enfin c'est un miracle, j'ai réussi à obtenir qu'il publie ce livre en 3 couleurs. Alors, pour que ce soit possible, il fallait faire concevoir le livre de telle sorte que chaque couleur corresponde à un cahier. C'est-à-dire, on imprime les livres sur de grandes pages qui sont pliées ensuite en 4, en 8 ou en 16. Les livres de cette collection, c'est des livres in octavo, c'est-à-dire ça fait 8 feuilles. Une grande feuille devient 8 feuilles superposées. Et ça fait 16 pages de chaque côté. Donc il fallait absolument que chaque couleur tienne 16 pages. Donc tout l'ensemble est conçu à partir de ce principe. Alors, il y a des cahiers donc, de 16 pages qui sont noirs, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus. Et chaque couleur correspond à une région de la réalité. Le bleu correspond aux États-Unis et le rouge correspond à l'Australie. Et le noir correspond à une région dans laquelle je n'étais jamais allé à l'époque, donc qui était quelque chose de tout à fait noir pour moi, qui était le continent noir. Eh bien, c'est l'Afrique. Depuis, je suis allé. Mais là, je voulais justement utiliser le noir pour cette région que je n'apercevais qu'à travers des symboles, des œuvres d'art, etc. Bon. Et puis, j'ai utilisé des combinaisons de couleurs, c'est-à-dire il y a des régions qui sont bleues et noires, et puis il y a une région qui est rouge et noir, et puis il y a une région qui est rouge et bleu. Et puis, il y a une région dans laquelle les 3 couleurs apparaissent. C'est une région qui s'appelle Archipel Shopping et qui désigne, qui désigne l'océan Pacifique. Très peu de choses que je connais de l'océan Pacifique.
Alors, ce qui fait qu'à partir de ces 3 couleurs fondamentales, je pouvais avoir 7 régions. Et pour rendre les choses plus claires, parce que je me rendais bien compte que c'était un livre un peu obscur à première vue, donc j'ai fait que chaque région correspond non seulement à une couleur ou à des ensembles de couleurs, mais chaque région correspond à une disposition de la page. Alors, dans les livres anciens, très souvent, on a ce qu'on appelle un titre courant, c'est-à-dire au-dessus du rectangle du texte proprement dit, il y a le titre du livre qui est rappelé dans la ligne supérieure. Le titre du livre est dans certains cas le titre de la partie ou même le titre du chapitre. Alors, j'ai utilisé ces titres courants pour accentuer les choses. Alors, ainsi, les États-Unis sont bleus, le texte est en bas de la page avec un titre courant au-dessus. Un titre courant dans lequel je fais défiler les noms des États américains. Et non seulement des États réels, mais de certains États imaginaires, c'est-à-dire des États imaginés par des Américains eux-mêmes pour améliorer la carte des États-Unis. Et puis, pour l'Australie, alors comme c'est à l'envers, hein, c'est dans l'hémisphère sud, alors dans l'Australie, le texte est rouge, en haut de la page, avec le titre courant qui est en bas. Et puis, il y a des régions dans lesquelles le titre courant est au milieu, c'est-à-dire des régions où le titre courant joue alors le rôle d'un équateur, et le texte passe. Par exemple, il y a une région qui s'appelle Carnaval transatlantique, dans lequel je parle de carnaval, et en particulier du carnaval de Nice et du carnaval de Rio et d'autres carnavals brésiliens. Et alors là, les choses traversent l'équateur du titre courant. Voilà comment sont conçues donc les pages de Boomerang. Et les pages de Boomerang sont conçues aussi de telle sorte que ces paquets de textes forment des blocs très compacts. C'est-à-dire il n'y a pas de paragraphe à l'intérieur de ces textes. Il y a des signes de ponctuation, il y a des choses qui aident. Il y a toutes sortes d'éléments qui aident à s'y retrouver. Mais ça fait des blocs comme ça. Et ces blocs, ils arrivent en bas. Lorsqu'on arrive en bas, eh bien je ne pouvais pas contrôler complètement la longueur de la dernière ligne. Donc ça fait le bloc se termine par une espèce de déchirure, si vous voulez, de brèche, comme ça. Et évidemment, alors, tout ça, c'est très joli, mais quand je suis passé de l'édition de Boomerang chez Gallimard à l'édition de Boomerang dans les œuvres complètes, à la différence. Le format des pages n'est pas le même. Et heureusement, avec Boomerang, ça a très bien marché parce que c'était conçu de telle sorte que même si on avait des rectangles qui avaient des proportions un peu différentes, tout fonctionnait quand même. Et justement avec cette dernière ligne d'ajustement, si vous voulez. De même, le livre mobile, lorsqu'il est allé dans la différence, n'a pas la même mise en page. Parce qu'il y a un plus grand nombre de lignes dans une édition que dans une autre. Il y a un livre pour lequel ça a fait de vrais problèmes. C'est le dernier de cette série, Le génie du lieu, celui qui s'appelle Gyroscope, et c'est un livre qui est à double entrée. C'est-à-dire, on l'ouvre d'un côté ou de l'autre. On peut le retourner.
j'ai l'obsession de tourner autour de la Terre. Bon. Et alors là, avec les livres à double entrée, les lecteurs font tourner le volume, et donc le volume qui est une espèce d'analogue de la Terre. Alors, donc, c'est un livre à double entrée. Maintenant, ça se fait depuis, ça s'est fait dans les annuaires des téléphones, etc., des livres à double entrée. Mais à cette époque-là, c'était très, très nouveau. Et dans ce livre Gyroscope, non seulement il y a ces doubles entrées, mais alors j'ai fait un texte qui se déploie en quatre pages. C'est un livre fait à l'italienne, c'est-à-dire de format horizontal, et à l'intérieur de chaque double page, il y a 4 petites pages, comme des pages de livre normal. Et alors, dans l'édition Gallimard, ça donne un résultat qui me plaisait beaucoup esthétiquement, parce que ça fait une espèce de sculpture de texte. Mais pour passer aux œuvres complètes à la différence, alors ça c'était un problème apparemment insoluble. Parce que c'était les œuvres complètes, les volumes devaient avoir le même format, qui était un format vertical. Alors, j'ai eu l'idée de diviser le livre en 2 volumes des œuvres complètes, de telle sorte que, en ayant les 2 volumes sur sa page, on peut retrouver la simultanéité des 4 pages. Voilà. Vous voyez le passage d'une édition à l'autre, hein, le passage d'un format à l'autre, sans changer un seul mot du texte, eh bien ça fait des transformations structurelles très très importantes qu'il faut réussir à contrôler. Est-ce que le fait de se donner des contraintes comme ça dans l'écriture est quelque chose qui s'apparente à ce qu'étaient les techniques de l'Oulipo? Mais ça s'apparente aux techniques anciennes. Oui. C'est-à-dire, tout ça, c'est de la prosodie. Ce sont des contraintes, vous voyez, Racine, Corneille et tous ces gens-là, ils écrivaient en alexandrin. Ça ne nous viendrait plus à l'idée aujourd'hui d'écrire en alexandrin. C'est un ronronnement épouvantable. Mais ça a donné d'excellents résultats. Et donc, c'était une contrainte, mais c'était une heureuse contrainte. Il est évident que s'ils n'avaient pas eu ce genre de contrainte, ils auraient été beaucoup moins libres, si vous voulez. Ils auraient inventé beaucoup moins de choses. Alors, donc, je me suis demandé pourquoi les gens, pendant des siècles, s'étaient acharnés à écrire des sonnets. Hein. Eh bien, parce que ça leur donnait des idées. Et dans mes romans, je me suis donné des contraintes de ce genre-là. C'est une espèce de prosodie généralisée. Et ces contraintes ont été, pour moi, une source de découverte. Parce que il y a un texte qui vous vient à l'esprit, c'est pas mal, mais il s'agit de le faire rentrer dans telle case, par exemple faire un quatrain, eh bien, il y a un 4e vers qui manque, il faut le trouver, il y a 5 vers, ça ne marche pas, il faut concentrer ça dans 4 vers. Et donc ça oblige, là, ça c'est de la relecture, ça oblige à beaucoup de relecture. Et ça oblige à inventer des choses. Et donc, après tout ce travail, heureusement, le texte est bien meilleur que le premier jet. Il y a encore juste un dernier point à ce sujet. Donc, on disait tout à l'heure que, au fond, vous invitez à travers les itinéraires que vous fixez, vous invitez le lecteur à voyager dans vos textes, lesquels eux-mêmes
mettent en jeu ou en scène des voyages. Et la question que je voulais vous poser, c'est dans quelle mesure, puisqu'en tout boomerang suppose que l'on fasse retour, dans quelle mesure le voyage est pour vous intérieur? Parce qu'il y a une chose que l'on ne souligne jamais beaucoup vous concernant, enfin je ne crois pas, mais l'alchimie et l'astrologie sont extrêmement présentes. Oui. Est-ce que ce point-là a une pertinence pour vous? Ah ben oui, je me suis beaucoup intéressé, quand j'étais jeune, à la littérature alchimique. Non pas que j'ai jamais essayé de faire la moindre expérience dans ce genre. Non, mais ce sont les textes qui me passionnaient. Et en particulier, dans certains textes, un côté autobiographique très très beau. Parce que y a une espèce de sentiment de solitude à travers cette recherche qui me fascinait. Alors, ce qu'on peut appeler la mythologie alchimique a joué un rôle très très important dans la littérature. Et à la fin du XIXe siècle, bien sûr, la référence à une alchimie, qui est une alchimie rêvée, parce qu'il connaissait très très peu de textes en réalité, mais aussi bien chez Mallarmé que chez Rimbaud, donc la référence à l'alchimie est quelque chose d'absolument essentiel. Alors bon, chez moi aussi. Alors, en ce qui concerne l'astrologie, disons, l'astrologie c'est un aspect de la cosmologie médiévale. C'est combinatoire. Oui, et cette cosmologie médiévale qui nous organise de beaucoup de façons. Hein. Eh bien, évidemment, ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'ai beaucoup cherché, chez d'autres écrivains, j'ai beaucoup cherché comment s'organiser des groupes d'éléments. Par exemple, les signes du zodiaque, par exemple, ou bien tout simplement les jours de la semaine. À l'intérieur dans la cosmologie générale, médiévale, bon, c'est un monde extraordinairement musical. Tout résonne avec tout, c'est-à-dire toute région de l'univers va éveiller des échos dans d'autres régions. Le thème fondamental de la semaine, si vous voulez, avec tout ce qui, dans la cosmologie médiévale, va par 7. Les jours de la semaine, bon, nous employons encore, dans notre mesure du temps, nous employons encore les jours de la semaine. Ce qui est tout à fait étrange, parce que c'est une organisation du temps qui remonte extraordinairement loin et qui ne repose, pour nous, astronomiquement, sur rien du tout. La journée, pour nous, c'est clair, c'est la rotation de la Terre sur elle-même. L'année, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. Le mois, et là c'est déjà beaucoup plus compliqué, c'est la suite des phases de la Lune, ou la rotation de la Lune autour de la Terre. Et donc tout ça, ce sont des choses qui sont, disons, c'est lié à notre connaissance actuelle de la réalité. Ça va avec le monde tel qu'on nous l'enseigne, tandis que la semaine, cela ne repose sur rien de ce genre. Mais cela repose donc sur des croyances très anciennes, cela repose sur une façon qu'on avait de voir le monde autrefois. Et les jours de la semaine, c'est l'application à notre temps du système des anciennes planètes. Autrefois, le mot planète voulait dire les astres qui se déplacent par rapport aux autres à l'intérieur de la sphère céleste. On opposait les étoiles fixes, qui se déplacent pourtant
mais qui restent à la même place les unes par rapport aux autres, on opposait les étoiles fixes aux planètes. Et alors, évidemment, le mot planète au Moyen Âge ou dans l'Antiquité n'a pas le même sens que pour nous. Pour nous, une planète, c'est un astre qui tourne autour d'une étoile, par exemple autour du Soleil. Tandis que au Moyen Âge et dans l'Antiquité, le Soleil était considéré comme une planète parce qu'il se déplace par rapport aux étoiles fixes. Le Soleil et la Lune étaient des planètes. Et il y avait 5 autres planètes identifiées. Et notre semaine, c'est la déclinaison, si vous voulez, de ce ciel. Lundi, c'est le jour de la Lune, mardi, le jour de Mars, mercredi, le jour de Mercure, jeudi, le jour de Jupiter, vendredi, le jour de Vénus, samedi, le jour de Saturne, et dimanche, ou dans d'autres langues, Sunday ou Sonntag, eh bien, c'est le grand jour ou le jour du Soleil. Alors, évidemment, l'astrologie est liée à toute cette façon ancienne de concevoir la réalité, cette façon ancienne qui nous imprègne encore aujourd'hui parce que nous continuons, malgré les efforts, malgré les vains efforts de nos ancêtres révolutionnaires, nous continuons à compter le temps par semaine. Et nous avons réussi à imposer la semaine au monde entier, sans savoir du tout ce que ça signifiait pour nous. C'était pourtant tellement important, tellement ancré, que maintenant, les Chinois, les Japonais, etc., dans leur calendrier, ont notre semaine. Alors, j'aurais souhaité qu'on puisse parler des livres d'artistes et des livres d'objets qui occupent dans l'exposition une place importante, mais le temps... Oui, il est trop tard. Alors, non, je propose que le public puisse intervenir maintenant, et puis on verra si on a le temps tout de même de vous écouter quelques minutes sur ce nouveau mode de lire qu'est la manipulation de tant de vos constructions. Mais d'abord, quelques questions du public éventuellement. Oui. Vous définissez Attendez, excusez-moi, je suis sourd. Alors, il faut parler très distinctement, sinon ça n'arriverait pas à comprendre. Oui, pardon. Non, simplement, vous donnez une définition, enfin, vous parlez des livres d'artistes et des livres objets. Il y en a certains qui parlent aussi de livres de dialogue ou livres de création. Je pense que ça regroupe un tout où le livre apparaît comme un élément maintenant très important dans la lecture, non seulement parce que le texte a bougé, mais parce qu'il devient un objet avec lequel il faut créer et il faut s'amuser aussi. Donc il y a à la fois l'auteur, il y a à la fois le lecteur et il y a le livre qui prend une autre dimension maintenant complète, justement par rapport au virtuel qui ne nous offre pas ce même plaisir. Je pense que c'est aussi important. Et c'est aussi ce que peut-être ce que vous essayez, enfin, vous nous transmettez parmi plein de... Alors, il y a une question de terminologie. Pour l'instant, cette région est assez floue. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir exactement ce qu'on entend par livre d'artiste. Et selon les critiques, selon les théoriciens, ça veut dire quelque chose d'un peu différent. Mais en gros, maintenant, les livres d'artistes, ce sont des livres dans lesquels les images jouent un rôle très important, bien sûr, et ce sont en général des livres de dialogue, c'est-à-dire ce sont des livres dans lesquels il y a la collaboration entre un artiste et un écrivain. Ceci dit, cette collaboration peut être une collaboration à l'intérieur d'une seule personne.
C'est-à-dire, il peut y avoir quelqu'un qui est à la fois artiste et écrivain, et il peut, si vous voulez, collaborer avec lui-même. Mais en général, on collabore à plusieurs, et c'est plus intéressant. Pour moi, c'est plus intéressant, parce que les autres me donnent des idées. J'ai quelquefois des idées, mais ça ne me suffit pas. Donc, si j'ai tellement lu, c'est parce que je cherchais des idées chez les autres. Et si je travaille tellement avec des artistes, c'est parce que les artistes me donnent des idées. Alors, aujourd'hui, nous sommes devant une révolution des moyens de communication, et en particulier des moyens d'enregistrement de la parole. Autrefois, pour savoir dans un an ce que j'avais dit aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, eh bien, autrefois, il fallait absolument passer par l'intermédiaire de l'écriture. Je précise que si on étend l'espace historique, eh bien, avant l'imprimerie et avant des développements de l'écriture, il y a eu des moments où on connaissait les choses par cœur. Avant que Pisistrate eut l'excellente idée de faire imprimer les textes d'Homère, de faire rédiger, écrire les textes d'Homère, auparavant, c'est-à-dire 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, auparavant, les textes d'Homère n'étaient connus que par cœur. Mais à partir de ce moment tellement important, eh bien, l'écriture est devenue quelque chose d'absolument essentiel pour que le texte reste. Parce qu'on disait verba volant, scripta manent, les paroles s'envolent, ce qui n'était pas tellement vrai puisqu'il y avait Homère. Mais les écrits restent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on a des enregistreurs. Et donc, on n'a pas besoin de passer par l'écrit pour retrouver l'oral. On va, grâce à des appareils de ce genre, on va pouvoir réentendre ce qu'on avait dit. Et donc, le livre qui jouait un rôle absolument essentiel, central dans notre civilisation et dans les civilisations monothéistes qui sont toutes les trois des civilisations du livre, eh bien, le livre ne joue plus maintenant le même rôle qu'autrefois. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue plus de rôle du tout, il joue un rôle très très important encore, mais il ne joue plus le même rôle parce qu'il se trouve devant une concurrence extraordinaire qui est passionnante, qui évolue presque tous les jours, et devant laquelle nous ne savons pas très bien comment nous comporter. C'est-à-dire nous sommes perdus dans cette abondance de nouvelles possibilités. Et donc, c'est évidemment le moment de réfléchir spécialement sur cet objet particulier qu'est le livre. Le livre d'artiste est un moyen de réfléchir sur ce qu'est un livre et la place que cet objet tient à l'intérieur de notre société et de notre façon de voir la réalité en général. Il y a aussi le livre-objet qui vous invite à lire avec les mains, me semble-t-il. Enfin, il y a une réflexion sur les différentes sensations qui interviennent. Ça n'est plus seulement une affaire cérébrale et visuelle que la lecture. Oui, mais ça c'est très souvent, les gens nous disent aujourd'hui, parce que aujourd'hui, à cause du livre numérique, à cause du fait que l'on peut lire maintenant des livres sur des écrans. Alors, aujourd'hui, donc, des gens disent, oui, on lit sur les écrans, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose parce qu'on n'a pas le même mouvement, on n'a pas la même odeur, on n'a pas le même toucher, etc. Il y a
au début du XXe siècle, il y avait très peu de gens qui parlaient des mouvements de la main dans la lecture, etc. Aujourd'hui, tout ceci nous est en quelque sorte envoyé à l'intérieur de la figure. Et donc, nous avons une perception du livre beaucoup plus forte, justement parce que nous avons le sentiment que nous risquons de perdre quelque chose. Ceci dit, le texte que l'on lit dans un ordinateur, il n'est pas du tout si désincarné qu'on le croit, parce que nous avons des mouvements aussi pour lire le texte dans l'ordinateur. Ce ne sont pas les mêmes mouvements, de même que les mouvements pour écrire avec un clavier ne sont pas les mêmes que les mouvements pour écrire avec un porte-plume, un crayon, un stylo, etc. Et donc, nous avons tout un ensemble d'autres sensations qui vont accompagner le texte. Et donc, maintenant, tout ceci devient peu à peu conscient, alors que c'était auparavant englouti sous des habitudes. Donc, tout cela était considéré comme allant de soi, et maintenant cela ne va plus de soi, et c'est bien plus intéressant. Il y a une question, je crois. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire sur le lecteur à travers les nouvelles techniques technologiques, je voulais vous demander, quand vous écrivez, vous pensez au lecteur, mais vous pensez à un lecteur qui vous accompagne, qui va lire à haute voix, ou est-ce que ce lecteur aussi a cette lecture intérieure? Donc par rapport justement à cette lecture qui sera faite, comme dans le temps ancien, on lisait au coin de la chaumière et on se réunissait et on lisait à un auditoire. Aujourd'hui, cette façon de lire a complètement, dommage, en perdition en tout cas. Pour les enfants, ça demeure. Mais est-ce que vous avez, quel est le lecteur qui vous habite? Eh bien, moi, je suis à la recherche de lecteurs. Hein. Donc, je n'ai pas une idée préconçue du lecteur que je vais trouver. Le lecteur que je désire, c'est les étudiants. Ouais. Je désire que les étudiants me lisent parce que je suis professeur dans l'âme. Je le reste. Voilà. Alors, quand j'écris, je m'adresse à un lecteur possible. Et ce lecteur possible est quelqu'un chez qui le langage n'est pas simplement visuel, mais est aussi auditif. Alors, donc, ce qu'il va lire, c'est quelque chose dont il va... c'est quelque chose qui va former des mots pour lui, et des mots qui auront une sonorité, même si cette sonorité ne dépasse pas sa bouche. Donc, quand nous lisons, nous prononçons intérieurement les mots. Et puis, à certains moments, donc, nous pouvons même les prononcer extérieurement. Ça devient du théâtre, aujourd'hui, du théâtre radiophonique, etc. Il y a toutes sortes de possibilités. Alors, je fais très attention à la sonorité de ce que j'écris. C'est très, très important pour moi. Ceci dit, il ne m'est jamais arrivé de passer mes textes au gueuloir. Vous savez, Flaubert autrefois, eh bien, quand il écrivait, allait se promener dans la campagne et il hurlait les phrases qu'il venait d'écrire. Et ça, il y avait évidemment de temps en temps des choses qui ne marchaient pas. Bon, alors, il rentrait, il raturait, il faisait les brouillons de Flaubert sont des monuments d'extraordinaires constructions de ratures. Comme ça, les tableaux de Pollock, ce n'est rien à côté des brouillons de Flaubert ou de Dostoïevski. Et alors, donc, il gueulait ces textes. Moi, non.
moi ça ne m'arrive pas, parce que d'abord j'avais des enfants, donc il n'était pas question de faire du bruit de cette façon-là, et puis non, la lecture intérieure me suffit. Mais cette lecture intérieure, c'est de la sonorité intérieure aussi. Voilà. Donc, pour moi, le texte est sonore, il est visuel aussi. L'aspect visuel du texte est très, 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 très important. Et puis, il y a toutes sortes d'autres... il y a toutes sortes d'autres éléments qui se promènent là, tout autour. Voilà. C'est un gros défi pour l'ordinateur, hein, d'avoir un texte sonore et visuel à la fois. Hein. Oh, comment comment les ordinateurs. Les ordinateurs, ils savent faire ça maintenant. Mais oui, les ordinateurs, seulement, pour l'instant, ils n'ont pas... Ils sont trop jeunes, hein, les ordinateurs. Ce sont des... on est tout à fait au début de ces choses. C'est déjà magnifique ce qu'ils font. Mais ils n'ont pas de bonne voix pour l'instant. Mais maintenant, il y a des ordinateurs qui écrivent des textes qu'on leur dit. Hein. Il y avait autrefois des dictaphones, mais maintenant, après avoir écouté quelque chose, bon, l'ordinateur est capable de donner un texte avec des erreurs, bien sûr, mais quand même, bon, il lit dans ce sens-là, il transforme l'oral en écrit. Et évidemment, il peut faire ça dans l'autre sens. C'est très facile. Théoriquement. Hein. Mais oui, on a un certain nombre de réserves de mots, de formules, et puis on fait jouer tout ça ensemble. Vous avez probablement des GPS dans vos voitures très modernes. Eh bien, dans les GPS, il y a des messieurs ou des dames qui, selon les indications qui sont données par des satellites, ils vous disent tournez à gauche, dans 400 mètres, tournez à gauche. Et si on ne le fait pas, il se fâche. Hein. Tournez à gauche, tournez à gauche. Et puis après ça, ils essaient de vous remettre dans le bon chemin, alors qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait des travaux qui empêchaient. Mais donc, vous voyez, les ordinateurs parlent. Et ils parlent quand même très bien, parce que les GPS, quelquefois, ça marche très bien. On prend encore une question. Vous avez parlé de musicalité intérieure de vos textes. Vous avez sans doute été traduit. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec le traducteur de cette musicalité de vos textes? Alors, j'ai eu la chance d'être traduit dans plusieurs langues, et dans certains cas, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une correspondance assez intense avec des traducteurs. Et le traducteur est un grand méconnu dans notre société, parce que il devrait avoir un rôle incomparablement plus grand. Oui. Les traductions dont nous nous satisfaisons, surtout dans les relations internationales, sont tout à fait insuffisantes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les institutions internationales marchent si mal. Parce que dès qu'on a signé un accord, chacun rentre chez soi et on s'aperçoit que c'est pas ce on n'a pas signé ce qu'on avait cru, parce que le mot liberté, par exemple, dans telle langue, ne se traduit pas exactement dans telle autre. Et donc, on se trompe tout le temps, et donc on patine, ça ne marche pas. Alors, donc, j'ai eu la chance d'avoir de très bons traducteurs qui me posaient des questions très fines. J'ai fait moi-même un peu de traduction. Et évidemment, c'est un exercice absolument passionnant. Je ne crois pas beaucoup aux écoles de creative writing. Moi, si je veux faire faire à des étudiants, à des gens qui veulent écrire, si je veux leur faire des exercices, je leur dis, faites des traductions. Ça, faire des traductions, ça
ça vous apprend à écrire. Ça vous apprend à écrire en détail parce que on s'aperçoit que il y a quelque chose qui est très difficile à traduire en français et il faut trouver le moyen de dire ça convenablement. Dans la mauvaise traduction, on saute, mais dans la bonne traduction, on invente quelque chose de nouveau. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des traducteurs qui me posaient des questions très très intelligentes sur ce que j'avais écrit. Donc, ils étaient des critiques merveilleux pour moi. Alors, en ce qui concerne la musicalité, évidemment, ça jouait un rôle aussi pour eux. Mais l'essentiel, c'était d'arriver à capter la signification quand même première. Et c'était ça qui était le plus difficile. Alors évidemment, quand on passe d'une langue à une autre, la musicalité est différente. Ça, c'est évident, hein, on ne peut pas sauter là-dessus. La seule chose qu'on puisse faire, c'est faire une musique presque aussi belle dans sa langue que dans la langue originelle. Mais je dis bien presque parce qu'évidemment, on ne peut pas y arriver. Et c'est un des problèmes là de la relation entre la musique et le texte. Parce que le texte a déjà une musique et la musique que l'on met sur le texte, les notes que l'on met sur le texte, vont obligatoirement jouer avec cette musique qui est déjà dans le texte. Si on change de langue, évidemment, ça joue d'une façon tout à fait différente. Autrefois, en France, on jouait les opéras. Il y a plus longtemps, en France, on jouait les opéras en italien parce que les gens comprenaient l'italien. Mais ensuite, les gens d'une certaine classe. Et puis, ensuite, on a joué les opéras en français. On traduisait le texte des opéras de Verdi ou de Mozart en français. Aujourd'hui, c'est considéré comme une hérésie épouvantable. Mais on faisait ça en français parce que l'on voulait que les gens comprennent le texte. Et les gens réussissaient à comprendre le texte. Ceci parce que les chanteurs chantaient de telle sorte que l'on comprenait ce qu'ils chantaient. Aujourd'hui, il est extraordinairement difficile de trouver un chanteur qui soit intelligible, ceci dans quelque langue qu'on lui fasse chanter. Et oui, on va... Les entreprises d'opéra vont se disputer des chanteuses italiennes pour leur faire chanter du russe dans Boris Godunov ou pour leur faire chanter du français dans Péléas et Mélisande. Et comme on considère que le texte c'est tout à fait secondaire à l'intérieur de l'opéra, donc on ne comprend absolument rien de ce qu'elle chante. Donc, puisque de toute façon on ne comprend rien, eh bien, autant chanter dans la langue originale, parce que là, ça va au moins avec la musique. Et puis, on met des sous-titres. On met des sous-titres. Et de toute façon, on est obligé maintenant de mettre des sous-titres de plus en plus. Parce que même dans les langues que l'on connaît, c'est trop difficile. Les textes anciens demandent des traductions. Vous voyez, si on voit des opéras chinois en Chine, eh bien, le texte est aujourd'hui totalement inintelligible pour le jeune chinois d'aujourd'hui, donc on a besoin de lui mettre une traduction. Maintenant, on chante Mozart en italien ou en allemand, et on met des traductions, et ça va à peu près. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être, enfin, je sais pas, on peut vous entendre un instant sur le livre d'artiste. Alors, oui, enfin, je ne voudrais pas abuser de Michel qui a déjà beaucoup parlé. Il y aurait quantité d'autres choses à dire encore sur les livres d'artistes, les livres objets. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter
dans une certaine mesure aussi un livre-objet qui est sorti des presses hier, nous l'avons reçu. C'est un livre qui accompagne notre exposition, qui n'est pas à vrai dire un catalogue, mais qui vous donne dans sa première partie quelques essais sur l'idée même que nous évoquions tout à l'heure, et qui se clôt sur un entretien avec Michel Butor sur les thèmes mêmes que nous avons abordés aujourd'hui, et puis qui dans une deuxième partie donne un certain nombre d'exemples de livres transformés par leurs lecteurs, qui coïncident avec des objets exposés. C'est un livre qui, dès sa couverture, vous ménage quelques surprises, avec une couverture qui révèle toutes sortes de choses, qui vous met à l'œuvre. Bref, ce livre-là, qui est une bonne introduction à l'exposition, s'il vous intéressait, sera à votre disposition en bas. C'est une encre thermique. Oui. Juste une chose, je voulais vous dire, pour terminer un peu cet entretien, c'est que lorsqu'on lit, par exemple, Michel Butor est relativement difficile à mettre en catégorie ou à classer. Et donc, lorsqu'il a abandonné la formule du roman, après, c'était au moment de Degré, je crois. Oui, oui. À ce moment-là, par exemple, si vous cherchez sur un iPhone quelconque ou un smartphone, vous cherchez la biographie des œuvres de Michel Butor, vous verrez qu'il y a d'abord les romans, il y a les livres d'artistes, les livres objets, tout ce que vous voulez, les essais, etc. Et puis vous avez textes expérimentaux. Oui, et ça, c'est une catégorie que l'on ne trouve nulle part ailleurs, textes expérimentaux. Et on peut dire que c'est ça qui est absolument passionnant, c'est-à-dire, et ce qui fait que l'œuvre de Michel Butor est certainement là quelque chose qui est des jalons à chaque fois pour le futur, c'est que l'on a toujours cet élément d'expérimentation. Et ça, c'est évidemment un point qui rejoint tout à fait ce qu'on essaie de faire avec, ne serait-ce qu'avec cette couverture à encre thermique. Oui, c'est formidable cette couverture. Merci. Bravo. Bon. Merci.